Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Héloïse Moignot, la fondatrice de Slow We Are. Donc, merci à tous pour votre présence ici ce soir au Corporate qui nous accueille à bras ouverts dans le cadre de la Fashion Revolution Week. Le 24 avril 2013, à Dhaka, Bangladesh, l'effondrement d'un bâtiment hébergeant des ateliers de confection textile a causé la mort de 1133 personnes et fait plus de 2500 blessés. Des femmes, des hommes, mais aussi des enfants. Le nom de Rana Plaza est devenu tristement célèbre. Les multinationales de la mode confectionnaient des vêtements de fast fashion. Cette tragédie a révélé au monde entier des conditions de travail inhumaines, forme d'esclavage des temps modernes. Cela s'est passé loin de chez nous, et pourtant, nous sommes tous concernés. Pour ne pas oublier, et en hommage à ces victimes, j'aimerais que nous prenions quelques instants pour nous recueillir. Merci. C'est à la suite de ce terrible accident que le mouvement Fashion Revolution est né. Il s'étend aujourd'hui à 92 pays. L'intitulé de cette table ronde, Fashion for Transparency, autrement dit la mode qui s'engage, a pour vocation de montrer ce qui va au lieu de s'attarder sur ce qui ne va pas. Nous souhaitons mettre en avant ce soir des initiatives positives. Alors pour quelle raison est-ce que j'ai choisi cette thématique ? Parce que nous voulons savoir. Nous voulons savoir pourquoi, à l'autre bout de la planète, des femmes et des hommes travaillent plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour gagner l'équivalent de 50 € par mois, là où le salaire minimum vital est de 260 €. Nous voulons savoir pourquoi un t-shirt dans les enseignes de fast fashion ne coûte que 6 €. Depuis 4 ans, nous sommes de plus en plus nombreux à demander aux marques plus de transparence, à lutter contre l'uniformisation de notre mode de vie. De plus en plus de consommateurs se disent prêts à vouloir mieux consommer, 70% selon le dernier sondage. C'est encourageant, mais en réalité, peu d'entre nous passent à l'action. Alors, quelles sont les initiatives des marques qui s'engagent pour une mode plus belle, plus juste, sur toute la chaîne de valeur, en réaction aux dérives de la fast fashion? Nous avons l'occasion et l'honneur ce soir d'accueillir des marques reconnues pour leur engagement éco-responsable, comme Veja, Misericordia et Kyog, qui se sont lancés sur la mode éco-responsable il y a plus de 10 ans. Et de plus jeunes marques, comme 1083, Modestologie, qui connaissent elles aussi un beau succès. Alors vous allez nous parler de vos initiatives, de vos visions, et ce que vous lancez aussi comme défi au quotidien pour que la mode éco-responsable devienne accessible à tous. Alors, au cours de la soirée, vous avez eu l'occasion de réagir sur les réseaux sociaux via des hashtags Women My Clothes, Fashion Revolution, Fashion for Transparency et la mode s'engage. Je laisse maintenant la parole à Lucie Pedrola qui va animer cette table ronde. Alors, bonsoir. Donc, merci beaucoup d'être ici de chaque côté de la table pour assister à cette conférence. J'espère qu'on m'entend. Assister à cette présentation et cette discussion. On va commencer par présenter chacune de vos marques. Vous êtes les fondateurs, les designers, les ambassadeurs ce soir. Il s'agit de raconter un petit peu pourquoi vous avez fondé cette marque, pourquoi cette marque est née, et quelle garantie vous offrez au consommateur qui vient acheter une paire de baskets chez Veja, un t-shirt Modestologie, un jean 1083, un Bombers Misericordia ou une petite robe Kyog. Alors on va commencer par Aurélien avec Misericordia. Tu as fondé, si je ne me trompe pas, Misericordia en 2006, après un voyage au Pérou un peu plus tôt avec un ami. Misericordia, c'est quasiment une démarche humanitaire, puisque vous avez fondé la marque aussi en étant touché par l'humain, par comment ça se passait. Vos vêtements, ensuite c'est dit rapidement les mots d'eux, puisque les vêtements Misericordia sont vite retrouvés chez Colette, c'est un fameux concept star.
Est-ce que tu peux nous en dire plus, raconter un petit peu le début de la marque? Bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, j'ai fondé Miséricordia avec un gars qui s'appelle Mathieu Renaud. Et en fait, notre premier voyage au Pérou, c'était en 2003. Et en fait, on va dire que le début de la marque, en tout cas, la première fois que les gens ont pu voir les vêtements, c'était fin 2003, début 2004. On n'est pas vraiment un projet humanitaire, parce qu'en fait, réellement, ce que je voulais faire quand je suis arrivé au Pérou, justement, c'était absolument pas un projet humanitaire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé au Pérou en 2003, j'ai atterri dans le bidonville de Lima. Je ne venais pas du tout du monde de la mode, je n'avais pas du tout envie de faire de vêtements, ni de créer une marque. Je travaillais dans le monde de l'art, je faisais des photos et ainsi de suite. Et en fait, j'ai atterri dans le bidonville de Lima, où j'ai vu une réalité assez difficile, même très difficile. C'était le Pérou sortait d'une grande période de terrorisme, de catastrophes naturelles, avec des gens voilà, qui étaient venus s'agglutiner sur les collines désertiques de Lima et qui vivaient dans des conditions très très dures. Et j'ai vu qu'en fait le Pérou était un vrai pays en voie de développement, où il y avait énormément de possibilités, mais assez peu de projets, assez peu d'organisations, et du coup aussi beaucoup de ONG qui recevaient beaucoup d'argent du monde entier. Cet argent était détourné de manière assez conséquente, et je trouvais leur action pas forcément hyper intéressante, en tout cas elle ne me concernait pas. Et donc ce que je voulais avec Mathieu, c'était absolument pas faire justement du coup un projet humanitaire, mais un vrai projet d'économie, une économie à ma sauce, une économie différente, une économie responsable, une économie où les gens s'engagent et où on essaie de créer des projets en essayant de vendre ses talents, son savoir-faire, en essayant de transmettre des choses remplies de valeur et d'émotion. Et donc en fait, on a démarré dans le bidonville de Lima en rencontrant une petite école de couture, en rencontrant en fait des jeunes gens qui avaient plein d'envie, un petit début de talent, et surtout qui avaient envie de faire un projet différent, qui avaient envie de donner un sens à leur vie. Voilà comment on a démarré. D'accord. On va passer à Béja, avec toi Caroline, qui est donc designer et studio manager chez Béja. Déjà, ça part aussi d'un voyage. On connaît un petit peu l'histoire des deux fondateurs. Est-ce que tu as fondé la basket éthique au Brésil? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu et nous dire pourquoi le Brésil? Bonsoir déjà, merci pour l'invitation. Donc pour reprendre le projet déjà depuis ses débuts, donc ces deux amis d'enfance, Sébastien Coq et François-Claire Morillon, qui à la fin de leurs études dans la finance, avant de se lancer dans une carrière qui finalement ne les emballait pas pour ça, se sont dit qu'ils allaient profiter d'une année de voyage pour aller à la rencontre de projets et aller voir dans des grandes entreprises et grandes multinationales quelles étaient les possibilités, enfin quel était le développement en termes d'écologie et de développement durable. Donc ils ont décidé d'aller voir ces entreprises et de travailler pour elles à travers des audits, à travers des expériences pour elles. Et donc suite à cette année à travers le monde, donc en Chine, partout en Amérique, en Afrique, ils étaient finalement assez déçus, et c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré Tristan Lecomte, qui avait fondé Alter Eco, qui donc fonctionnait très bien à travers, je pense que vous connaissez tous, donc c'est la nourriture, le café, le chocolat. Et ils se sont dit est-ce qu'on peut bosser avec lui, donc ils ont commencé à essayer de comprendre comment lui fonctionnait, mais ils se sont surtout dit qu'ils allaient en profiter pour déconstruire un objet qui leur était cher, qui était la basket, qui était un objet qui était symbole de notre génération finalement, enfin de leur génération, de notre génération. Et tout le projet déjà finalement c'est prendre une basket, la déconstruire et retourner à l'essentiel de chacun des éléments pour la fabriquer différemment. Donc en fait ils ont commencé par regarder une basket, par se dire qu'est-ce que c'est? C'est du caoutchouc pour la semelle, c'est du coton pour le reste de la chaussure. Et à travers leur voyage, ils avaient donc découvert au Brésil que c'était un endroit qui recoupait finalement ce qu'il leur fallait pour créer une basket. Donc du caoutchouc sauvage qui était dans la forêt amazonienne, directement sur les EVA, du coton biologique qui donc était dans le nord-est du Brésil. Et donc finalement, je rentre tout de suite dans le détail, mais globalement l'idée c'est d'aller jusqu'au bout du projet, se dire qu'est-ce que le coton,
Finalement, c'est un fil, c'est une planque. Et où est-ce qu'on peut trouver du coton bio? Est-ce qu'on peut trouver mieux que du coton bio? Donc pour le coup, du coton agroécologique. C'est aller le sourcer directement auprès des producteurs, c'est éviter les intermédiaires. Pour le caoutchouc, ça a été donc un peu le même trajet. Aller au cœur de la forêt amazonienne, se rendre compte que aller sourcer le caoutchouc sur des arbres qui donc étaient à l'état sauvage dans la forêt, ça pouvait, en plus que donc d'éviter de cultiver du caoutchouc pour le récolter, le trouver à l'état sauvage permettait de préserver la forêt sur pied plutôt que de lui donner une valeur coupée. Donc ça avait un double sens écologique. Donc ensuite, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a eu plein de développements donc depuis 10 ans, ça fait 10 ans que la marque a été fondée. Donc aujourd'hui, on travaille avec toutes sortes d'autres matériaux comme des polyesters recyclés, donc qui est donc notre mèche utilisée sur nos baskets un peu plus techniques, qui est à 100% de bouteilles plastiques recyclées, donc un matériau innovant. On travaille avec des usines qui donc sont dans le sud du Brésil, qui ont des très hauts standards qui sont comparables à des standards européens. 80% des employés sont syndiqués. En France, on travaille également avec un atelier d'insertion sociale, donc ASF, à Bonneuil-sur-Marne. Donc toute une logistique est effectuée donc par une association qui insère des personnes en difficulté. Donc voilà, c'est un projet qu'on essaie de rendre transparent de A à Z et qu'on essaie de faire évoluer pour faire avancer à chaque niveau de la chaîne. En fait, on essaie d'ajouter à chaque étape une valeur ajoutée pour créer une basket différente. J'ai oublié un point très important pour terminer. Effectivement, pour contrebalancer un produit qui a un prix 6 à 7 fois plus cher qu'une basket équivalente. Est-ce qu'on m'entend bien? La solution qui dès le départ a été mise en œuvre, c'était d'éliminer la publicité en fait pour on parle effectivement après parce que c'est un point assez important de comprendre. Ouais, qui est essentiel en tout cas dans le projet mondial qui nous permet de faire un prix du diable, un prix concurrentiel. Ouais. Je m'arrête là. Ouais. Bah, on va en parler effectivement un peu plus tard. Passons maintenant à toi, Jeanne, avec Modestologie, qui est une toute jeune marque. Toi-même, tu es toute jeune. Modestologie, donc fondée l'été dernier, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il y a un shop en ligne et un showroom à Paris, boulevard Magenta. Une marque plutôt bon marché par rapport à la concurrence, par rapport au marché éco-responsable, de jolis basiques, fluides, faciles à porter. Est-ce que tu peux nous dire si tu as donné envie de créer une Modestologie? Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Donc Modestologie est née de ma frustration. Alors parce que en fait mes parents sont entrepreneurs et donc j'ai très rapidement, à un jeune âge, eu une notion des coûts de fabrication. Et donc depuis que je suis petite, j'essayais de trouver les bonnes affaires et de d'acheter à moindre coût. Et je savais très bien qu'en achetant dans les grandes marques, on se faisait un peu les prix étaient pas très justes. Et alors de l'autre côté, j'aime aussi les belles choses, donc tout ce qui est matière naturelle, les choses bien faites, les coûts bien structurés. Et alors le problème, c'est que quand on aime les belles choses, les prix du coup ils explosent. Et j'avais pas forcément le budget. Au fur et à mesure en fait de mes expériences, donc et en stage et de mes expériences professionnelles, puisque j'ai vécu en Asie pendant quasiment 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de transparence dans la chaîne de fabrication en fait. Donc il y avait beaucoup d'intermédiaires et c'était très compliqué. Et il y a aussi quelque chose que je comprends pas, c'est le système de collection. Donc comme je te le disais tout à l'heure, pré-collection, collection, 6 mois chez le voilà. Et du coup c'était très compliqué pour moi de trouver vraiment ce que je voulais. Et alors le film Chroncross, que vous connaissez probablement, m'a vraiment donné envie de créer une marque qui allierait en fait tout ce que je cherchais. Donc d'un côté des designs épurés et faciles à porter, d'un autre côté des matières naturelles ou certifiées et dans un troisième pan en fait le côté transparent, parce que pour moi de connaître le savoir c'est super important et c'est ce qui fait que
quand plus on en sait et plus on devient raisonnable, on achète mieux, on consomme mieux. Donc je voulais intégrer tout ça et c'est pour ça que j'ai créé Modestologie. Donc en gros, ce qu'on a fait, j'avais un proto en mode de février 2016 et donc j'ai balancé sur internet j'ai fait une landing page en fait, donc un faux site internet que j'ai fait tourner un peu sur les réseaux sociaux pour savoir si mon projet avait un potentiel. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de gens qui étaient dans mon cas, qui cherchaient des belles choses et qui voulaient vraiment savoir où ces choses étaient faites et les acheter à un prix raisonnable. Donc c'est comme ça en fait que Modestologie est née. On a lancé la boutique, donc comme tu le disais, au mois d'été 2016, donc en août. L'objectif de Modestologie, c'est de proposer des essentiels qui sont fabriqués à partir de matières nobles à un prix transparent et abordable. Donc pour arriver à cette abordabilité, voilà, en gros on part du même principe que vous, on élimine les intermédiaires, donc on essaie d'avoir une relation directe avec les fournisseurs et une relation avec le consommateur final, ce qui nous permet de réduire les marges, de réduire d'abord nos coûts, donc nos marges, donc notre prix final. On va parler un petit peu plus tard en détail. On va découper ça, pas de souci. En gros, voilà l'idée de Modestologie. Et le film Chocos, en fait, m'avait aussi choqué parce que la majorité des personnes qui souffraient cette exploitation ouvrière dans la mode étaient des femmes. Et je m'étais posé la question de savoir comment moi, en tant que femme en Europe, je pouvais ma vie en fait ne valait pas plus que la vie d'une autre femme ouvrière. Et donc en créant Modestologie, j'ai toujours eu ça en tête et on l'a toujours aujourd'hui. C'est de s'assurer en fait des conditions de fabrication. Et à terme, aujourd'hui on est encore très jeune, mais à terme ce serait de pouvoir créer des partenariats avec des usines dans lesquelles on fait fabriquer nos vêtements. Et voilà. Okay. C'est effectivement à Thomas qui va prendre la parole. 2083, donc Thomas, c'est les jeans de France, entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette démarche, sachant qu'il y a forcément une volonté de réimplanter un savoir-faire localement, un savoir-faire quasiment disparu dans certains cas, et quels sont les atouts du Made in France? Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette soirée, cette table ronde. Donc 1083, c'est une marque que j'ai fondée il y a 4 ans. À la base, en réalité, je suis informaticien. J'ai quitté ce métier-là il y a 10 ans pour créer un magasin de mode éthique. Et donc j'ai eu un apprentissage laborieux du commerce parce que j'étais vraiment au sujet de la mode et du commerce. Et au bout de 3-4 ans, je commençais à bien maîtriser mon métier. Mais ma passion pour les bonnets péruviens a eu raison de mon magasin, que j'ai toujours, mais j'ai décidé de distribuer mes propres marques quand les principaux fournisseurs que je distribuais, comme Idéo, Ethos, Trubon, que vous connaissez peut-être, ont fermé. Et donc, face à moi, j'avais soit le choix d'arrêter, soit de continuer. Et j'ai décidé de continuer en créant ma propre marque. Moi, je suis basé à Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure. Et donc, on a une culture industrielle qui fait mal au cœur quand on voit toutes ces usines vides ou en friche. Et j'ai toujours trouvé bizarre qu'on excuse toutes ces délocalisations par le coût du travail en France. En réalité, ce coût du travail, c'est nos revenus, c'est nos salaires, nos retraites. Donc, à mon sens, s'il a augmenté depuis 60 ans par rapport au moment où la France industrialisée, notre pouvoir d'achat, notre niveau de vie a augmenté avec. Et donc, j'ai cherché ce qui avait changé d'autre pour expliquer ces délocalisations, puisque ça ne pouvait pas être le coût du travail. Et j'ai trouvé que les marges des intermédiaires avaient augmenté de manière bien douteuse. J'ai compris que les intermédiaires étaient plus nombreux et plus gourmands à partir des années 80. Et dans le même temps, j'ai vu des marques de fast fashion réussir à vendre des produits bien moins chers que les grandes marques qui produisent pour autant dans le même pays. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc chelou entre les filières des grandes marques et les filières de H&M et Zara. Je me suis aperçu que grosso modo, elles achetaient au même prix leurs vêtements. Ce qui faisait la différence, c'était la communication, les marges de distribution et le nombre d'intermédiaires. Et donc j'ai décidé d'appliquer le modèle en circuit court d'H&M sur le marché de luxe. Et je me suis dit, puisque H&M fait un club de 3 entre le prix d'achat et le prix de vente, donc achète 10 et vend 30,
Si j'applique ce coef de 3 sur un jean Levi's, vendu 90 €, ça veut dire qu'il reste 90 divisé par 3, vous suivez tous. C'est bien compliqué, hein. 30 €, la division quand même. 90 divisé par 3, ça fait 30 €. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en France pour 30 €? Est-ce que je peux faire un jean pour 30 €? Et j'ai réalisé que je pouvais relocaliser la confection, le tissage, la teinture, la filature. En réalité, j'ai tout relocalisé, simplement en changeant de modèle économique. Donc j'ai lancé cette marque en financement participatif en 2013. On espérait réunir 10 000 € de précommande sur Ulule. 2 mois plus tard, on avait 110 000 € de précommande. Et 3 ans plus tard, malgré nous, sans trop faire exprès, on a créé 30 emplois en France. On travaille avec 2 tisseurs, plus nous on fait du tissage. On travaille avec 3 ateliers de confection, un filateur, 2 teinturiers. Donc quand vous achetez un jean Levi's, en réalité, vous payez la TVA en France et le commerçant en France. Quand vous achetez un jean des 83, vous payez la TVA en France, le commerçant en France, la marque en France, les ateliers de confection en France, le tissage en France, la peinture en France, la filature en France. Et du coup, on crée ainsi beaucoup d'emplois locaux. Tous nos jeans sont en coton bio. Voilà, et puis tout ce que l'on vit, on l'apprend en le faisant, puisque on n'était pas programmé pour la mode ni pour l'entrepreneuriat, mais la vie a fait que d'opportunités en défi, on apprend, on avance. Et aujourd'hui, on essaie de continuer de relocaliser en développant d'autres modèles. Bien sûr, les baskets, les chaussures, puisqu'on est romanais, et que c'est interdit pour un romanais de ne pas faire de chaussures si on travaille en mode. Sinon, on est rejeté de la ville, balancé dans les airs, et récupérer des choses très difficiles à vivre. Après, on fait des t-shirts, des vestes, des ceintures, mais le cœur du produit, c'est vraiment le jean. Et on a 2 gros défauts, c'est qu'on livre très mal parce qu'on galère à relocaliser. Il faut racheter du matériel, rouvrir des ateliers de confection, réembaucher des couturières, les reformer au jean, parce qu'on en fait plus trop en France. Et donc on a 2 à 3 mois de délai de livraison. On est en train de... Pardon ? 2 à 3 semaines? Mois. Malheureusement, c'est bien des mois. Et ce délai d'attente qu'on impose à nos clients nous permet de relocaliser, de former du personnel. Et on en voit le bout puisqu'on ouvre de nouveaux ateliers. Grâce à ça, on va enfin pouvoir proposer de nouveaux modèles, de nouveaux tissus et du coup poursuivre notre développement. Ok. Donc des jeans made in France et du coton bio. On va terminer cette petite introduction avec Delphine et Kyog. Kyog, c'est la contraction d'équitable et de yoga. Donc à l'origine, c'était plutôt des vêtements, je ne sais pas. Donc c'est à l'origine plutôt des vêtements d'intérieur, avant de passer à des vêtements de toute sorte, extérieurs aussi. Kyog fait partie des pionniers du textile éco-responsable et de la mode écologique en général, qui visait à produire avec un maximum de tissus éco-responsables. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Lana? Bonsoir à tous, merci beaucoup. Donc Kyog est né en 2003, donc c'est effectivement déjà 13 ans d'existence de la marque. Et c'est une marque qui effectivement avait pour objectif de faire une mode différente, plus éco-responsable, plus éthique, plus transparente, avec des matières naturelles et ou biologiques. Initialement, c'est effectivement des vêtements d'intérieur. Aux origines, c'était des vêtements qui avaient été développés plutôt pour faire du yoga ou pour rester tranquille chez soi. Et la marque a pris un virage mode, en 2012 pour proposer des collections aujourd'hui qui sont des collections tendance, mais qui respectent toujours les mêmes standards et la même volonté d'utilisation de matières naturelles et ou biologiques. Donc c'est une marque qui a construit ses propres filières pour pouvoir justement maîtriser toute la chaîne de fabrication et de production. Donc on est en capacité de tracer nos produits quasiment du champ, on va pas dire à l'assiette parce que là en l'occurrence on les mange pas, mais de pouvoir avoir justement une complète maîtrise de la filière de production, donc que ce soit du fil jusqu'à la confection de nos produits. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la marque? Aujourd'hui, on est une marque peut-être un petit peu plus importante, puisqu'on est un petit peu plus d'existence. On a 30 boutiques en France et un e-shop. Et on développe 2 collections par an, sur les saisons printemps-été, automne-hiver, pour pouvoir proposer un nombre de références qui est un peu plus conséquent. On est entre 280 et 300 références par saison. Et on a le souci de travailler aussi sur beaucoup de détails sur nos produits, beaucoup de valeur ajoutée, tout en étant toujours extrêmement vigilant aux conditions de réalisation, aux conditions de production. C'est-à-dire que tous les partenaires avec qui on travaille sont des partenaires de longue date,
avec qui on essaye de construire justement un partenariat gagnant-gagnant. Donc on est dans l'accompagnement aussi et dans des axes de progrès. On n'est pas une marque parfaite, loin de là. Il y a des choses qu'on aimerait encore pouvoir améliorer, mais en tout cas, chaque jour, on travaille justement pour sourcer des matières les plus écologiques possibles, des fils recyclés, et en tout cas, toujours en respectant des conditions de production qui soient les plus décentes possibles pour le partenaire. Ok, merci beaucoup. On a un petit peu abordé la question de là où une marque éco-responsable fait des économies par rapport à une marque qui va embaucher des personnes au Bangladesh qui vont payer entre 20 et 30 euros par mois. Caroline, est-ce que tu peux me parler un petit peu de développer un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur là où déjà fait des économies par rapport à une autre marque. Aujourd'hui déjà, j'en vois dans la salle, on en voit partout, c'est une marque un peu incontournable. Comment on fait pour se développer et faire des économies de manière différente? Donc alors comme je l'expliquais, pour reprendre rapidement nos matières premières, que ce soit le coton, le caoutchouc, de par sa nature, donc biologique, enfin même d'agroécologie, pardon, ou fair trade, nos coûts de revient sont 5 à 6 fois, voire 7 fois pour le coton plus cher qu'une marque normale. Donc dès le début, en fait, dès la première basket déjà qui est sortie, comme l'expliquait tout à l'heure notre fondateur de 1983, on a décidé donc sur un principe de réduire la marge en éliminant complètement la publicité. C'est-à-dire que dans une basket normale, 80% du prix est dédié à la publicité, que ce soit par rapport à l'égérie, aux campagnes d'affichage, aux magazines. Et nous, en fait, on a d'abord travaillé par la bouche à oreille, évidemment. Je pense qu'il y a 12 ans, les réseaux sociaux n'avaient pas la puissance qu'ils ont aujourd'hui. On a beaucoup travaillé donc en interne, grâce à nos sites internet, grâce à aujourd'hui à nos réseaux sociaux. Que vous dire de plus? Bah écoute, pour vous des réseaux sociaux, j'aurais bien aimé aussi entendre un peu Jeanne en parler, puisque elle est en train de fonder ta marque est encore toute récente, et je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel tu mises pas mal, les réseaux sociaux. C'est un peu là où quelqu'un qui s'intéresse à la mode éco-responsable va trouver une marque. Est-ce que ça compte beaucoup pour toi? Moi à la base, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait une spécialisation web marketing que j'ai complétée par un master spé en informatique et une spécialisation en growth hacking. Donc moi le digital j'adore. Et du coup, comme j'aime le digital et la mode, je me suis dit voilà, on va mixer les deux. Et l'avantage du digital, c'est qu'on peut toucher le monde à moindre prix, à moindre coût, voire gratuitement. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai fait mon test au tout début, j'ai dépensé 30 euros, mais c'est tout. Tout s'est fait organiquement depuis qu'on a décidé de lancer Modestologie. Et donc comme vous le disiez, pardon. Donc effectivement, on élimine les intermédiaires. Donc c'est là où on fait nos économies. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer un vêtement abordable pour lequel moi, je sais que dans ma tête, je ne veux pas mettre plus d'un certain prix en fait pour un vêtement. Et je vais m'obliger en fait à trouver le bon, la façon idéale de faire fabriquer ce vêtement et d'en arriver en fait à ce prix final là. Voilà. D'accord. Donc oui, il y a pas mal d'économies sur le marketing et la communication. Absolument. Ouais. Aussi, c'est un peu ce que vous disiez. On a plusieurs modèles de production ici. Ce qui peut peut-être étonner les personnes qui sont dans la salle, c'est que beaucoup sont... On a une seule personne qui représente le Made in France ici. On peut produire loin et produire de manière éco-responsable. Aurélien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien que tu as avec les personnes qui travaillent avec toi à Nima? Pour toi, j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'ordre d'une évidence, vous êtes très très proches, mais comment on fait pour construire un lien fort et être sûr de sa chaîne de production d'un bout à l'autre? Faut y aller. Voilà, faut y aller. En fait, c'est tout bête, mais bon. Moi, j'ai essayé de faire un projet local, avec une vision globale, avec une vision large, mais essayer de faire un projet local, de parler avec quelqu'un, en face à face,
essayer de pas imaginer des couturiers, mais de les avoir à côté de moi et d'acheter le tissu qu'on coupe ensemble, qu'on coud ensemble, des vêtements qu'on dessine ensemble, qu'on brode ensemble, qu'on sérigraphie ensemble, et d'essayer en fait de faire l'objectif de Miséricordia a toujours été, il est aujourd'hui, d'être un vrai projet humain. Donc moi j'utilise pas de matière organique, j'utilise pas de coton bio, je suis pas trop venu là pour vous parler ni de Facebook, ni d'Instagram, ni des réseaux sociaux, ni de là où on fait des économies, mais plutôt de vous parler d'humain. C'est-à-dire que, avant tout pour moi, si on veut changer le monde, si on parle du Rana Plaza et ainsi de suite, c'est vraiment écouter les gens qui ont fait ces vêtements. Et moi je venais pas de la mode. Je suis arrivé au Pérou par hasard. Je venais pas là-bas pour faire une marque, je venais là-bas juste pour découvrir l'Amérique latine. J'étais un petit gars en vadrouille avec un sac à dos et point barre. J'ai été touché en fait par ces gens-là et je trouvais qu'ils faisaient des vêtements et je me suis dit bah tiens, si je veux les aider, peut-être que je peux faire des vêtements avec eux. Et ça a été encouragé par des gens que j'ai poursuivi cette aventure. Mais en fait, ce qui m'a toujours passionné, c'est d'être au contact de ces gens-là. Donc comment j'ai fait en fait? C'est simple, j'ai fait un atelier comme aurait fait un peintre son atelier. Donc aujourd'hui, Miséricordia, c'est un atelier qui s'appelle la Cabaña de Alta Costura, où en fait je regroupe dans mon équipe des couturiers, des sérigraphes, des patronnières, des tricoteurs, des brodeurs, et on travaille tous ensemble maintenant depuis 15 ans. Donc c'est un vrai projet de long terme. L'idée était d'expliquer aux gens qu'on va pas, la mode n'est pas une révolution, et que même si j'ai des idées qui me semblent parfois sublimes, elles sont pas inédites et beaucoup les ont lues. Et donc, il va falloir bosser ensemble et qu'il n'y a pas de baguette magique, on va pas se présenter aux élections et donc on va pas faire de miracle, on va essayer juste au quotidien de bosser et de faire quelque chose. Et que chaque vêtement que l'on va faire, il va falloir le vendre pour gagner de l'argent, ce mot assez sale, mais qui va nous permettre de payer des gens, d'avoir des vraies fiches de salaire et ainsi de suite et de s'organiser. Alors pourquoi je l'ai fait au Pérou? Je l'ai fait au Pérou parce que je suis arrivé vraiment au Pérou par hasard. J'avais pas du tout envie de faire de la mode, j'avais pas du tout envie d'être un chef d'entreprise, j'avais pas du tout envie de faire des bilans comptables, j'avais pas du tout envie de travailler sur Excel, mais je l'ai fait parce que j'ai rencontré des gens et je me suis dit c'est eux que j'ai envie d'aider maintenant, aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ce mouvement de Made in France, un mouvement aujourd'hui hyper intéressant sur lequel aussi on peut parler des heures. Voilà, moi j'ai pas choisi le Pérou face à quelque chose d'autre. J'ai rencontré le Pérou et je me suis dit c'est ça. Voilà, j'aurais pu rencontrer une fille au coin de la rue hors de Villa, et puis je me serais dit aussi c'est ça. Bon, c'était ailleurs, vraiment au Pérou. Ouais. D'accord, c'est vrai que c'est un projet où l'humain est au cœur. J'ai utilisé l'humanitaire, c'était là, c'était humain. Delphine, pour Ekiog, là aussi, la plupart des usines sont internes. Le projet est peut-être un peu plus grand aujourd'hui que Miséricordia. Et donc, comment on fait pour conserver, quand on commence à consommer une marque un peu plus grosse, conserver le lien, comment Ekiog fait, se déplace, va voir aussi les fournisseurs, essayer d'être présent. Alors aujourd'hui, même si on est peut-être un petit peu plus grosse, on reste quand même une petite marque. On est 25 en gros au siège à travailler sur les collections. On a une trentaine de boutiques et globalement on est 90 au total. Et pour nos partenaires, on travaille avec une vingtaine de partenaires par saison, donc c'est assez peu. L'idée c'est justement de pouvoir bien les connaître et de construire des partenariats de long terme. On est au quotidien avec eux au téléphone, on échange beaucoup, justement pour être dans cette maîtrise et dans cette relation d'échange. On a aussi des visites sur le terrain. Donc là, cette année, il y a 2 voyages qui ont été organisés, alors un peu lointains certes, un en Inde pour pouvoir justement rencontrer tous les partenaires qu'on a là-bas, et un en Chine aussi, parce qu'on travaille avec la Chine. On assume pleinement ce partenariat avec la Chine, parce que c'est des conditions de production qui sont tout à fait décentes, même très bonnes. Et la Chine n'est pas non plus un vilain mot, on parlait de vilain mot d'argent tout à l'heure. Pour le textile, la Chine peut faire peur, mais c'est pas le pays qui, du mot de Thomas tout à l'heure, c'est pas le pays qui fait la vertu. On a de très bonnes conditions de travail en Chine, alors que potentiellement en France, vous pouvez en avoir de mauvaises. À l'inverse, vous pouvez avoir de mauvaises conditions de travail en Chine. Et voilà.
Donc on est en contact quotidien avec nos partenaires, on les visite, on a des audits aussi faits par une auditrice indépendante pour s'assurer des conditions de production des usines, des conditions de sécurité, des conditions d'hygiène, parce qu'on veut garantir à nos clientes que les produits que nous leur offrons, que nous leur proposons, soient faits le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Et après, on est très attentif aussi au sourcing de matières. L'idée pour nous, c'est effectivement de pouvoir proposer des matières soit naturelles et ou écologiques. Donc, ça veut dire qu'on va travailler sur des fibres recyclées aussi. Et on travaille aussi, du coup, au plus proche du sourcing de matière. Ça veut dire que du coton biologique en France, eh ben, il n'y en a pas des masses. Donc, la majorité du coton biologique, il provient d'Inde. La soie, en majorité, elle est produite en Chine, 90% de la production mondiale. Le lin, il est produit en Europe, donc on va au plus proche des sourcings de matière. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais passer au cœur de notre conférence, qui est la transparence. Je voudrais savoir un peu ce que chacun d'entre vous fait pour que le consommateur sache comment ça se passe. C'est pas évident la transparence, c'est pas forcément évident de savoir d'un bout de l'autre comment tout fonctionne pour le consommateur. Est-ce que Thomas, tu peux nous dire d'une manière assez factuelle comment tu fais pour que le consommateur sache? Alors déjà, effectivement, la transparence, c'est vraiment la clé de 1083. On dit tout, ça va de nos salaires jusqu'à nos marges, en passant par nos fournisseurs. Et vous pouvez même télécharger le patronage du 1083 sur notre site internet pour le faire chez vous à la maison. Donc la transparence est vraiment totale. Le open source, voilà. L'idée, c'est que en dévoilant le dessous des cartes de cette filière textile, si irresponsable parfois, eh bien en fait on éveille le consommateur sur ce qui se passe derrière l'achat de son vêtement, un jean, un pantalon, que sais-je, ça pousse pas sur un arbre. Il y a plein d'hommes et de femmes derrière qui œuvrent pour fabriquer ce vêtement pour qu'on puisse le porter. Et donc, il est important de savoir comment la filière fonctionne. Donc, c'est pour ça que la transparence, pour nous, est un moyen d'éveiller les consommateurs. Et ensuite, pour montrer à quel point ces métiers sont beaux, c'est-à-dire pour donner de la valeur à nos vêtements, mais aussi pour plus facilement recruter de nouveau du personnel qualifié dans les usines qu'on reconstitue en France, et bien en fait, on met en avant le personnel qui fabrique nos vêtements. Donc j'ai pas je peux pas enlever mon jean pour vous le montrer, mais sur nos jeans il y a une étiquette. Alors je vais essayer de le montrer sur mon téléphone là. Sur chaque jean il y a une étiquette avec un QR code, et sur le code, en flashant le QR code avec son téléphone, on voit toutes les personnes qui ont contribué à faire le jean. Donc désolé, l'écran est un peu petit, mais en gros vous avez la carte. Je meuble pendant que la 4G rame un petit peu. En gros, vous avez la carte des deux ateliers de tissage et de teinture qui sont dans les Vosges ou dans la Loire. Ensuite, vous avez le patronage avec la personne qui fait le modélisme chez nous. Ensuite, vous avez la coupe, donc des différents pantalons, puis les couturières, puis la personne en charge du contrôle qualité, puis la personne qui a expédié votre commande. Et tout ça, quand la 4G marche sur votre téléphone, eh bien vous pouvez le voir. Quand vous n'avez pas de 4G, eh ben vous ramez et ça marche toujours pas. Voilà, je vous montre en haut les descriptions, mais en gros l'idée de transparence c'est vraiment la clé. Et pour parler de la communication, c'est aussi un puissant moyen d'éviter de consacrer 1 euro à nos amis Facebook et Google, puisqu'en réalité quand on transforme son consommateur, son client en ambassadeur, et on démultiplie les forces et on fait connaître sa marque comme ça à moindre frais, ce qui permet de consacrer cet argent ainsi économisé au développement de la marque, des produits, à la création d'emplois et pour notre part à la reconstitution d'ateliers locaux. Et ce qui reste assez compliqué pour le consommateur, c'est de faire la différence entre une démarche on va dire honnête et une démarche qui est dans du greenwashing. Je sais pas si peut-être Jeanne j'aurais voulu en fait vous faire tous un peu parler de cette thématique. J'ai une question spécifique pour Jeanne après, mais voilà, est-ce que comment on fait pour faire la différence entre parce que tout va passer par notamment le site, on va dire énormément de choses, le fait de rentrer énormément dans le détail permet d'établir aussi un confiance, mais voilà, comment Jeanne tu vois les choses, quels sont les points là-dessus, et qu'est-ce que tu comptes développer, qu'est-ce qu'ils disent déjà?
mon point de vue sur le greenwashing. Sur faire la différence entre une démarche honnête et une démarche de greenwashing pour le consommateur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite toujours les consommateurs à venir directement à l'atelier pour qu'on se rencontre, pour pouvoir discuter en direct, en fait. Ce qu'on fait aussi, c'est on voyage très régulièrement dans nos usines partenaires. Bon, notre première usine partenaire, elle est à Château d'Eau, donc c'est pas si loin, ça c'est cool. Là, on en a une deuxième en Estonie, avec laquelle on a déjà fait des voyages donc un premier voyage de découverte, et puis là, pour mettre en place la production. Donc on a des photos, on a des vidéos, donc on interviewe aussi les employés des usines en question. La communication, on explique aussi tout quant au pays de fabrication et nos coûts de fabrication aussi. On détaille ça. Alors au début, en fait, à terme, Modestologie, on aimerait vraiment avoir une traçabilité complète sur tout. Donc du patronage au montage, au pays d'origine de tout. Le fil, les boutons, tout ce qui est utilisé. Donc on est en train de faire ça. On en est encore au début, donc c'est encore à mettre en place. On n'est pas non plus parfait, loin de là, mais on tend à ça. Et le QR code, mais après, j'aimerais bien parce que ça c'est un truc que j'ai trop envie de faire. C'est super intéressant et dans le futur, je suis sûre que ça va se développer. Enfin, pour le coup, t'es vraiment visionnaire. Bravo. Vraiment, là, j'adore. Ça marche. Si ça marchait, ce serait différent. Ça marche pas? Laquelle j'ai compris. Ah oui, mais les clients, Ça marche. La bonne image. C'est génial. Vraiment bravo. Et donc voilà, on tend à faire ça aussi. Mais vraiment, oui, il faut être ouvert. Enfin, il faut vraiment tout expliquer aux clients. On est transparent sur le site internet aussi. On est transparent sur le fait qu'on sache pas encore tout, qu'on apprend au quotidien. Moi, j'ai travaillé dans la mode avant, mais côté commercial, donc j'ai vraiment appris comme toi sur le tas pour l'aspect technique. Donc voilà. Après, pour le greenwashing, c'est assez facile, je trouve, de savoir si une marque est vraiment honnête et authentique. Il suffit d'aller voir sur le site internet et puis il y a des choses qui vont être cachées. On peut leur poser des questions sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. J'ai l'impression que ce qui distingue l'un de l'autre, c'est notamment de donner beaucoup de détails, et aussi parfois de pointer là où on n'est pas parfait. Et c'est là où je voulais donner la parole à Caroline. Il y a une page sur le site de Veja, déjà une page où on trouve le projet global de Veja très détaillé sur votre façon de faire, et aussi une page qui s'appelle Les limites, et où vous expliquez là où vous n'êtes pas parfait. Est-ce que ça a été évident de mettre en ligne cette page, sachant que, voilà, grosso modo, ça rassemble tout ce qu'on peut vous reprocher. Est-ce que ça a été évident de mettre en ligne cette page? Oui, bien sûr. Donc, peut-être avant de s'intéresser aux limites, qui effectivement ont été, évidemment, on a tenu à les mettre sur notre site. Et voilà, mais en fait, on a aussi d'abord tenu à mettre absolument tout ce qui était positif également. C'est-à-dire que sur notre site, vous trouverez tout le projet détaillé, par matière, par région. Je pense que pour parler de la transparence, on s'assure en fait point par point, voilà, comme on disait, donc sans intermédiaire ou avec des intermédiaires de confiance, c'est-à-dire que on a une personne référente qui vit sur place, qui fait partie de l'équipe, qui est sur place. Donc, par exemple, pour le coton, on travaille avec une ingénieure dans le coton qui nous a permis de développer tout sourcing direct avec cette association qui aide les agriculteurs sur place et qui sont également d'une ONG pour cultiver et développer ce coton agroécologique. Également dans la ferme amazonienne, on travaille avec Bia Salama, qui est une militante écologique depuis de nombreuses années, qui est notre intermédiaire principal, qui fait partie de l'équipe qu'on voit tous les mois, qui vient souvent aussi également en France. Donc ça, c'est quelque chose c'est des informations qu'on diffuse sur notre site, que ce soit le prix des matières, que ce soit les contrats qu'on fait avec les personnes donc directement. Donc tous les 6 mois, on renouvelle les contrats directement avec les agriculteurs, avec les seringueros qui sont les seigneurs d'ILEA, et de nous-mêmes. On fait des contrats sur le long terme pour créer quelque chose de stable. Donc voilà, chaque point est détaillé. On arrive effectivement aux limites.
je voulais pas commencer par ça parce que pour moi, voilà, évidemment, il y en a. Évidemment, on tient à les mettre en avant parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille tous les jours. On s'améliore. Donc, par exemple, les lacets, voilà, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire en coton bio pour des histoires de quantité, pour des histoires, il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas parfaites, sur lesquelles on travaille. Il y a des limites qui étaient dues, par exemple, aux intempéries. Donc, par exemple, il y a des années où on n'a pas assez de coton bio. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on expose. Tous les ans, il y a le nombre de quantités de coton qu'on achète. Quand on n'en a pas assez, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. On développe des filières donc de développement, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le polyester recyclé à 100%, donc ce qu'on appelle le bimèche, qui est de la bouteille plastique. Ça nous a permis de faire la balance dans les années où il y avait moins de coton, par exemple. On travaille avec des mélanges de coton recyclé et de polyester recyclé, également pour diversifier un petit peu et pouvoir équilibrer quand voilà, on a des soucis de ce type-là. Donc absolument tout est transparent sur notre site. On essaie de mettre voilà, les achats, les prix, les quantités. Vous avez voilà des audits sociaux dans nos usines aussi. Voilà. On est en train de retravailler sur notre site pour qu'il soit encore plus agréable et plus complet. On n'a pas encore parlé tellement des labels et je voulais y venir aussi parce que ça fait partie de la démarche de transparence pour le consommateur. C'est clairement un gage de confiance. Après, vous n'avez pas forcément cette vision-là en tant que marque. Vous êtes peut-être un peu plus mitigé. Et pour vous, la transparence, c'est une autre démarche. Là, jusque-là, vous avez en parlé de ce que vous montriez sur le site. Aurélien, vous avez un petit peu aussi, vous avez pas mal de recul par rapport au label, et pas forcément dans la recherche de ça, malgré le fait que pour un consommateur ce soit quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, il est simple. Moi, j'ai aucun label et j'en ai rien à faire. Je pense que c'est pas parce que je vois un tampon sur un truc que j'achète, j'achète parce que ça me parle. Je sais pas, moi, quand je vais au ciné, je peux aimer un film, je peux aimer un truc, et je peux savoir si c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas besoin qu'un critique me dise que c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas besoin qu'un mec à la télé ou à la radio me dise que c'est un chef-d'œuvre. Si j'écoute une chanson et qu'elle me plaît, en général, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui a donné de l'émotion. Si j'achète un pull et une chemise et qu'elle me plaît, si je porte ce pull tous les jours, peut-être que je vais retrouver un cheveu, peut-être que je vais retrouver une empreinte, un truc, une émotion. Après, c'est des choses un peu plus compliquées à trouver et à savoir. Et je pense que il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il se passe quelque chose. Sur toutes les marques que l'on fait, il se passe quelque chose. Donc c'est vrai que moi je suis peut-être d'une autre époque, peut-être un dinosaure, mais c'est vrai que tout se passe pas à travers un écran et à travers mon clavier ou à travers mon iPhone ou je sais pas quoi. Et je pense qu'il y a un truc physique en fait. Et c'est vrai que chez Miséricordia, j'essaie de faire quelque chose de physique avec mon équipe. J'essaie de faire un rapport en direct. Et c'est vrai que sur le site, j'ai pas toujours le temps et on ne fait pas suffisamment communiquer, expliquer l'histoire de Maria, expliquer l'histoire de Cléophée, de Neyman, de Roi Nicolas, tous les gens qui vont se lever tout le matin, qui sont pas des martyrs, hein, ce sont des gens qui bossent, voilà, qui viennent faire leur boulot, récupérer un peu dessus, faire un truc qu'ils aiment. Et un truc un projet qui est le leur, et qui est leur challenge. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai voulu supprimer les intermédiaires. Et quand je dis supprimer les intermédiaires, c'est-à-dire qu'au Miséricordia, tous les vêtements sont faits dans notre atelier à Lima. On ne travaille pas avec des usines, on ne travaille pas avec des fournisseurs, on travaille simplement avec des fournisseurs de tissus. On achète dans le tissu. Mais en fait, les étapes de transformation, on les fait nous-mêmes. Donc, j'ai pas besoin de gens pour venir contrôler ce que je fais. Ce que je fais, je le fais du mieux du monde. Et effectivement, je suis loin d'être parfait. Je suis même parfois un sacré connard. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous sentez dans une histoire, dans l'histoire de Miséricordia, dans ce que vous allez y voir dans le site, dans le vêtement, dans la boutique, dans le créateur. Il y a quand même des choses qui sont racontées sur le site pour que le consommateur sache. C'est quand même des choses une histoire qui est racontée parce que c'est aussi la force de Miséricordia. Bien sûr, il y a 1000 choses. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais très bien où tu veux en venir et je sais, et c'est très, bref. Ce que je veux dire, c'est que moi, je déteste les choses quand elles sont cadrées. J'étais pas un très bon élève à l'école et je déteste le premier de la classe. Mon objectif, quand j'ai fait Miséricordia, c'est pas d'être un premier de la classe. C'est pas que les gens pensent que on est quelqu'un de formidable.
une marque, on doit pas l'aimer parce qu'elle est formidable, parce qu'elle a rempli toutes les cases. Toutes les cases, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, ça veut dire qu'il n'y a plus de saveur, qu'il n'y a plus rien. Miséricordia, moi, je trouve que ce soit un projet qui crade, qui sente, quoi, qui respire, quoi, ça sue. Et c'est ça que je veux dire. Donc c'est vrai qu'à un moment, en fait, je vais te donner la réponse que tu attends. En fait, les labels, je trouve ça complètement stupide parce qu'en fait, au début, moi, j'ai fait partie des ringards qui ont démarré la mode équitable, enfin, le commerce, enfin, la mode réellement équitable. Et en fait, les labels internationaux qui donnaient les règles au monde entier, suivant un schéma comme ça assez classique qui pouvait s'adapter à tout le monde. Sauf qu'en fait, moi, je fais des vêtements au Pérou. À l'époque, je les faisais dans un petit village qui s'appelait Zapaya, après je les fais dans un atelier, dans un quartier à l'INSEE, et après dans un autre atelier à San Miguel. Le Pérou a une loi de travail très spécifique qui n'a rien à voir avec celle de la Chine, du Bangladesh, du Brésil, de l'Inde ou de la France. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à un moment, moi, je veux qu'on me donne un label 100% péruano, local, précis, et qu'on me parle par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je fais de manière très globale. Parce que si on nous compare, on n'a absolument rien à voir. Et pourtant, on fait tous des choses très très bien. On est plus dans l'action que dans la labellisation. Et on est tous dans l'action et après... Je vais continuer un petit peu sur mon histoire de label avec toi, Delphine. Toujours d'un point de vue consommateur, c'est un point, c'est quelque chose qui est rassurant, qui est une assurance pour le consommateur. Et tu me disais aussi que c'est pas forcément évident de les obtenir. Voilà, comment ça se passe chez IKEA, comment vous essayez de faire labelliser certaines choses, qu'est-ce que vous communiquez auprès du consommateur à ce sujet? Alors, on a certains labels effectivement chez IKEA. Le principal, c'est le GOTS, qui certifie les aspects sociaux, environnementaux et organisationnels d'une entreprise. Alors, c'est un label très large. C'est principalement notre coton biologique qui est labellisé GOTS. Tout notre coton est biologique et pourtant tout notre coton n'est pas labellisé GOTS. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les labels ont un coût. Ils ont un coût pour notre entreprise, pour notre marque, mais ils ont aussi un coût pour tous les prestataires et tous les partenaires avec qui on travaille. Pour qu'un produit soit labellisé GOTS, il faut que toutes les étapes de la chaîne de production soient labellisées, c'est-à-dire du fil à la teinture, à la filature, au confectionneur. Toutes ces étapes doivent être labellisées de la même façon. Comme nous, on travaille aujourd'hui avec certains partenaires qui sont des petits ateliers, ça représente un coût important pour eux, qui pourrait mettre en péril aussi la pérennité de leur entreprise, tout simplement parce que ça vient renier sur les bénéfices de ces partenaires-là. Donc aujourd'hui, on n'impose pas les labels à nos partenaires. En revanche, on impose quand même que les conditions du GOTS soient respectées par nos partenaires, même s'ils ne sont pas labellisés. Après, il y a d'autres certifications qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a le SRF 1000, où là on est plus sur le côté conditions de travail. Mais de la même façon, tous nos partenaires ne sont pas forcément labellisés. C'est nous qui avons une charte éthique qui est plus poussée que tous ces labels et qui nous permet nous de donner à nos partenaires les règles dans lesquelles on veut fonctionner avec eux. Et dans tous les cas, ce que je voulais dire aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, les partenaires avec qui on travaille, c'est eux qui viennent vers nous pour travailler avec nous parce qu'ils sont sensibles aux valeurs qu'on défend et parce qu'ils sont sensibles au mode de fonctionnement qu'on souhaite avoir. Donc aujourd'hui, c'est pas nous qui faisons la démarche d'aller chercher des fournisseurs, c'est eux qui viennent vers nous pour travailler dans les conditions qu'on leur propose. Merci beaucoup. Jeanne, je vais te poser une question parce que la mode éco-responsable, aujourd'hui, ça reste globalement assez cher, pas accessible à tout le monde. Et toi, ce que tu fais, c'est quand même pas mal moins cher, c'est quand même assez remarquable. Donc on voit bien où chacun essaye de faire des économies et faire en sorte que le prix soit pas si élevé. Mais toi, quelle est ta différence, quel est ton secret? Pourquoi tu peux vendre je sais plus le prix exact de tes t-shirts, mais c'est assez accessible. Quelle est la différence?
alors ça, celui-là, les tops en maille, ceux-là on les vend 29 euros. En fait, alors je disais tout à l'heure que mes parents sont entrepreneurs, et donc ils avaient des boutiques en physique, et donc ils avaient des magasins, des loyers, des vendeurs, des stocks. Et en fait, c'est très très compliqué à gérer. C'est quand même de l'argent qui est stocké et qui ne tourne pas, donc c'est très très difficile quand on manque de fonds, quand on manque de trésorerie. Et donc j'y suis un peu. Mon objectif en fait de Modestologie, c'est de rester purement en ligne. C'est pour ça que à côté du site internet, on a créé ce studio atelier showroom. Donc c'est un peu tout, on y travaille, on y accueille nos clients, on fait nos photos. Parce que ça va être le seul endroit physique où on peut accueillir des gens, mais l'objectif c'est de rester purement en digital et de se développer comme ça. Moi je pense que le retail, de toute façon, le retail va pas disparaître, pas du tout, mais il va se modifier, il va changer en fait. Et le commerce en ligne et sur mobile va prendre de plus en plus d'importance. Et en fait, je pense que les magasins les magasins physiques seront plus des expériences. Et c'est ce sur quoi on travaille en fait avec Modestologie. Mais nos marges sont réduites parce que on a beaucoup moins d'intermédiaires. Comme le disait Delphine, on va à la source, donc on va là où sont produits les tissus. Et donc on essaie d'avoir des fabricants qui font le tissu et vêtements, donc pour avoir vraiment la chaîne de fabrication intégrée au même endroit, et pas de pub aussi. Pour le moment on fait pas de pub, on fait rien, on est purement en organique. La boutique sur le boulevard Magenta, par exemple, c'est un endroit où on se rend uniquement sur rendez-vous pour voir les vêtements et ensuite on les achète uniquement en ligne. Voilà, c'est ça, exactement. Pour plus forcément dans le temps, j'aurais aimé savoir votre point de vue sur le futur de la mode, notamment les marques les plus anciennes ici. Qu'est-ce qui a changé aussi en 10 ans, 13 ans, ce qui est plus de conscience. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que marque, Caroline? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, comment tu vois le futur de la mode? Question. J'ai peut-être parlé de notre évolution à nous en 10 ans, ça sera peut-être plus simple pour moi, plutôt que de faire une projection sur dans 10 ans. Du coup, nous, quand on a fondé déjà, la partie éthique et écologique était pas forcément ce qu'on mettait en avant, c'est-à-dire que ça a toujours été l'ADN de la marque, mais on a surtout fait un produit qui d'abord nous plaisait à nous, c'est-à-dire que quand on crée un modèle, on le crée pas en suivant une tendance ou en se disant en suivant un marché, on le fait en se disant qu'est-ce que j'aimerais porter demain, et on espère que quand nous on est content du produit, le client sera satisfait aussi. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours mis en avant, d'abord le produit en tant que tel, d'abord la basket comme étant un objet qui nous plaisait, et je pense qu'il y a 10 ans, 90% des gens achetaient le produit pour le produit et non pas pour le projet. Ça c'est quelque chose dont on est finalement hyper fiers, parce que c'est un peu comme un cheval de Troie, comme on dit. C'est quelque chose qui la personne va acheter le produit pour l'affect, pour son design, pour les matériaux, et pour nous c'est super quand on découvre par la suite dans la boîte, parce que c'est là où on indique pas mal d'informations. C'est vrai qu'en magasin souvent c'est pas exposé avec la boîte. Donc il y a 10 ans et progressivement c'était 90% des gens qui achetaient le produit. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, on essaie de rester à la page, même si on n'est pas là pour faire des choses à la pointe de la mode, on est là pour faire des intemporels et des produits qui nous plaisent. On se rend compte que évidemment ça a changé, qu'il y a une prise de conscience de la part du client, qu'on nous pose beaucoup plus de questions, que les clients, on trouve ça génial, mais ils sont beaucoup plus directs, beaucoup plus cash. On a des questions hyper précises. Évidemment, comme on disait, via les réseaux sociaux, via les mails, tout, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve super. Donc ça, c'est sûr que pour nous, c'est un point hyper positif, quoi. On se dit que ça vient du consommateur et tant mieux, quoi. Ok. Je viens que tu laisses la parole à Delphine. Sur comment tu vois l'avenir,
Et comment tu ressens aussi les choses aujourd'hui par rapport au passé? Est-ce que vos consommatrices ont changé? Alors, chez Equal, on a deux types de consommatrices. On a les consommatrices qui viennent pour le style de nos vêtements et qui n'ont pas forcément connaissance des valeurs de la marque derrière. Et à l'inverse, on a des clients qui viennent d'abord pour les valeurs que défend la marque. On ne fait pas de différence pour nous. On propose des vêtements avec un supplément d'âge. C'est ce qu'on essaye de proposer à nos clientes. On a des clientes qui sont effectivement de plus en plus exigeantes, qui dans la mesure où on est une marque qui défend un certain nombre d'engagements, et nous pose de plus en plus de questions, des questions de plus en plus pointues, de plus en plus précises, auxquelles on s'attache toujours à répondre avec le maximum de précision et de transparence. Quand on n'a pas d'informations en direct, on va la chercher. On essaye de donner à nos équipes en boutique aussi le plus d'informations possible pour qu'elles puissent justement répondre à nos clientes et proposer des produits qui peuvent leur correspondre. Ce que j'expliquais à Lucie, c'est que par exemple, on a des clientes qui vont venir chercher exclusivement des produits labellisés GOTS. Et en boutique, elles ont la liste des produits labellisés GOTS. Donc, voilà, on essaye vraiment de répondre à ces attentes-là clientes. Et comment je vois la mode de demain, si on est en train de parler de la mode éthique et de la mode qu'on propose aujourd'hui, je pense que ce qui va faire changer les choses, c'est vous, les consommateurs, parce que plus vous allez être en demande de ce type de mode, plus les marques vont être obligées de suivre et de répondre à vos attentes. Donc c'est, à mon sens, en tout cas, d'abord le consommateur qui va faire évoluer les choses et qui va faire changer les choses. Les marques aujourd'hui, comme des H&M, je vois une personne qui doute dans les stades, des marques comme des H&M, des Mango, aujourd'hui, commencent à proposer alors même si ce ne sont que des capsules, commencent à aller sur ce secteur-là parce que c'est des attentes fortes qui sont distinguées dans la consommation. Même si ça n'est qu'une petite partie de la collection, c'est toujours ça de prix, toujours ça de mieux fait. Et je pense que c'est vraiment le consommateur qui va pouvoir faire évoluer les choses. Alors bien évidemment, il y a des marques qui sont présentes depuis plus ou moins longtemps, qui vont pouvoir apporter des solutions et qui vont pouvoir, en tout cas, essayer de faire bouger les choses. C'est ce qu'on fait nous depuis 13 ans, d'essayer de faire bouger les choses et de faire avancer les choses dans le bon sens. Maintenant, c'est aussi le consommateur qui a un vrai poids auprès des marques en sollicitant des informations et en demandant des choses mieux faites, on va dire. Toi, Aurélien, ton projet, c'est de faire de beaux vêtements à Nîmes. Tu disais aussi l'expression tout à l'heure, changer le monde. Est-ce que j'aimerais aussi avoir ton point de vue là-dessus, sur ce que tu ressens par rapport à la mode actuelle, par rapport à un changement de Je sais pas, je suis souvent de très bonne humeur, donc j'adore le mot. Non, mais c'est vrai que moi j'étais miséricordiaire pour un peu changer le monde, en tout cas pour essayer de changer la vie des gens que j'avais face à moi, qui travaillaient avec moi, pour essayer aussi de changer la mienne, pour essayer, comme tout le monde ici, je pense, de donner, de montrer, voilà, que c'est possible, qu'on peut faire des choses un peu différentes et ainsi de suite, et qu'on peut s'engager pleinement dans un projet qui nous passionne et essayer d'impliquer d'autres gens. Et je pense que on est des petits révolutionnaires, on n'a pas réussi grand-chose jusqu'à maintenant. Je pense pas que la mode éthique ait atteint le petit gap de ses objectifs jusqu'à maintenant, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner le combat, bien au contraire. Je pense pas que la mode soit la mieux placée pour sauver le monde. Et voilà, mais voilà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que c'est à nous, petit à petit, au quotidien, d'essayer de faire des trucs de mieux en mieux, et pas que dans la mode, de manière très large. Et voilà, moi après, mon credo, j'espère que vous l'avez compris, mais c'est que je pense que on changera pas beaucoup la Terre si on change pas les gens qui habitent dessus, et l'espèce qui détruit la Terre le plus, c'est nous. Et voilà, donc il faut changer peut-être ce qu'on a un peu dans le ciboulot, et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, que ce soit à Bord-des-Lilas, au Pérou ou ailleurs. C'est vachement dur, et il faut essayer d'impliquer les gens partout où ils sont. Et la mode pour le coup, en fait, c'est pour ça que moi je suis passionné par la mode. C'est que la mode, en fait, c'est un processus qui implique un nombre d'acteurs faramineux. Et donc ça touche les gens, ça touche réellement les gens, et ça touche les gens à tel point qu'ils la portent sur eux. Ils la lavent, ils la chérissent, ils la transmettent. Et je pense que c'est donc un formidable vecteur pour changer l'esprit des gens, pour transmettre des idées nouvelles, et ainsi de suite. Et donc, faut y croire, faut continuer. Ça sera pas facile.
Ça prend du temps, mais ça vient. Thomas, il y a une grosse tendance qui existe toujours du Made in France, même si en Hambourg il y en a d'autres. Mais est-ce que les gens ont envie de consommer le Made in France? Quel est l'attrait du Made in France? Est-ce que le Made in France peut vendre? Ta marque 1083, c'est inscrit dedans que tu produis français. Comment tu sens les gens par rapport au Made in France comme marché? Alors déjà, effectivement, le Made in France nous aide, mais avant tout, il faut faire des produits désirables qui plaisent à nous-mêmes qui les faisons et qui plaisent aux consommateurs. Donc ça, c'est le premier point. Après, il faut les rendre le plus abordables possible financièrement et puis raconter une belle histoire de marque. Et effectivement, si en plus c'est Made in France et bio, et conçu, éthique, ben c'est un plus qu'on apporte aux consommateurs. C'était quoi l'idée? Alors, je sais pas, elle était assez vaste, hein, tu sais. Non, mais comment tu vois l'avenir de la mode? Est-ce que forcément tu veux me dire que tu crois à... C'est exactement ça, il me semble. Comment forcément tu veux me dire que tu crois à ta propre marque et au Made in France, mais toi, comment tu sens le développement de ces idées-là et du consommateur? Alors moi, au-delà du Made in France, je crois beaucoup en la proximité. Quand on est proche les uns des autres, quand on est proche de ses partenaires, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, ben c'est un peu magique, on devient un peu plus responsable. On fait plus gaffe, et de manière heureuse, pas de manière forcée. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre cette démarche de relocalisation et de rapprocher non seulement nos clients de nos fabricants, c'est-à-dire que là, on prévoit sur Romans, on a notre atelier, on fait du tissage, de la confection, de la coupe, du délagage laser, et bien ça, on le montre au grand public en organisant des visites. Si vous êtes porteur de projet, que ça vous intéresse de voir le dessous des cartes, et ben en fait, on ouvre à tous l'atelier et on prévoit d'ici 2 ans de déménager dans une vieille usine de chaussures qui s'appelle Charles Jourdan en Romans, dans laquelle on va réunir tous nos savoir-faire. Et cette usine, comme on part d'une friche, et bien on va l'organiser de telle manière à pouvoir gérer les flux de production, mais aussi gérer les flux de visiteurs, pour montrer vraiment les coulisses de la fabrication des jeans et des chaussures du 83. Et cette logique de proximité, ça concerne aussi les matières premières, c'est-à-dire tout est relocalisé sauf la matière première. Et donc on travaille sur 2 pistes principales. On a 2 fibres en France qui sont disponibles. Le lin, qui est relativement connu comme étant comme étant la star des fibres cultivées encore en France. Et puis on en a une autre qu'on veut étudier, c'est le coton. Parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas de coton en France, mais en réalité, si on considère tous ces vêtements que l'on jette chaque année, en fait, ça représente un gisement de coton incroyable. Et donc, notre prochain défi, en plus de cet atelier visitable qu'on prépare pendant 2 ans, eh bien, c'est d'inscrire nos jeans dans une boucle d'économie circulaire pure, où on fabriquerait vos prochains jeans à partir de vos anciens jeans. Jeanne, je vais laisser terminer cette thématique. Est-ce que tu penses que c'est possible de toucher massivement une jeune génération en proposant quelque chose d'éco-responsable? Est-ce que il n'y a pas toujours une horde de personnes qui va se rendre chez Zara en s'affichant un petit peu de comment ça a été fabriqué? Ou est-ce que quelque chose est possible massivement aussi auprès d'une plus jeune génération? Moi, j'ai envie de te dire que oui. Mais si tu me laisses un peu de temps, je te dirai d'ici quelques mois. Mais je sais que les jeunes générations sont de plus en plus conscientes et sont de plus en plus exigeantes, en fait, comme c'est ce que disait Delphine, et que à l'avenir, il va falloir vous poser de plus en plus de questions. Comme tu le disais aussi, sur les Twitter, les réseaux sociaux, machin, on vous pose des questions précises. Je pense que les générations plus jeunes sont beaucoup plus sensibles, et je le vois parce que j'ai des frères et sœurs et puis qui ont des amis, et je le vois que moi à leur âge je me posais absolument pas de questions, c'était H&M direct quoi, et pour eux non, quand tu leur en parles en fait ils commencent à réfléchir et ils y sont quand même sensibles. Donc je te dirais que oui, mais effectivement ça fait pas beaucoup de temps que nous on s'est lancé.
Notre cible, elle a entre 25 et 35 ans, donc c'est ça, c'est plus jeune, c'est plus jeune que 25 ans. C'est ça, dans les parties, c'est tout à fait jeune. 36 aussi, ouais. Non, bien sûr, mais là, juste pour parler vraiment du cœur de notre cible, on a même et j'ai ma grand-mère, elle a 70 ans, donc je veux dire oui, tu vois. C'est jeune. Ah oui. Mais voilà, moi je pense que oui. Après, voilà. Ok, ben merci beaucoup pour toutes vos interventions sur cette table ronde. Merci d'avoir été attentifs. J'espère qu'on vous a donné pas mal d'informations et que vous avez pu entendre des personnes qui font la main d'éco-responsable et que c'est possible de la faire. Je te redonne la parole, Héloïse. Merci beaucoup Lucie d'avoir animé cette table ronde avec autant d'enthousiasme. Je remercie également tous les intervenants, Thomas, Jeanne, Caroline, Aurélien, Delphine, pour votre présence ce soir. J'espère que voilà, qu'on vous a apporté toutes les informations dont vous aviez besoin. Alors juste quelques mots pour finir, pour vous présenter très rapidement SLOWeAre, donc la plateforme d'information d'un mode éco-responsable, puisque c'est une synthèse aussi de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. SLOWeAre, c'est en fait né d'un constat. J'ai eu plusieurs années, il était difficile donc de pouvoir s'habiller de manière éco-responsable. Il était aussi difficile d'avoir accès à toutes les informations sur la transparence des marques. Et donc, SLOWeAre, c'est une boîte à outils à condenser avec un guide des boutiques qui référence donc, des boutiques physiques, mais aussi online, pour voilà, vous puissiez savoir où acheter très concrètement des vêtements, des accessoires aussi. C'est aussi un magazine en ligne où on aborde différents sujets, plutôt des sujets de fond, mais aussi des sujets de style. Aussi vous permettre d'adopter très facilement une garde-robe plus responsable. Donc ça passe par les méthodologies on vous aide à la construire ensemble. Et puis c'est aussi, comme ce soir, des événements, des éco-fashion tours qu'on organise très régulièrement qui permettent aux personnes, aux consommateurs de se rencontrer et puis d'aller à la rencontre aussi des boutiques et des créateurs. Par exemple, samedi prochain, ce samedi, le 29, on va aller voir Jeanne à son atelier. Donc profitez-en si vous voulez justement poursuivre cet échange, ce sera l'occasion. Et puis nous avons aussi développé, maintenant ça fait bientôt même plus d'un an, un groupe Facebook qui s'appelle AffiniWear. C'est un groupe d'entraide où chacun d'entre vous peut poser ses questions, partager ses expériences, mais aussi si vous êtes à la recherche d'un vêtement, d'un coup de cœur, vous pouvez faire appel à la communauté qui vous aidera avec bienveillance. Alors je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. On va conclure maintenant cette première partie de la soirée. On va vous inviter, si vous souhaitez échanger, des échanges, à vous rapprocher de l'espace bar. Je sais que l'équipe vous a préparé deux délicieux cocktails sur les thématiques de la soirée. Donc il y a un cocktail qui s'appelle Flash Rêve et l'autre Transparency. Et puis ce sera aussi l'occasion de prolonger cet échange avec les intervenants, puisqu'on a préparé un espace showroom à l'étage, où vous allez pouvoir découvrir des collections, des nouvelles matières aussi, et pouvoir justement voir que la mode éco-responsable, elle est désirable et durable. J'ai oublié de préciser quelque chose. En fait, on a mis à disposition un cadre ici. Donc n'hésitez pas à vous prendre au jeu ce soir. Il y a des photographes, donc à vous faire de beaux clichés. Ce sera des souvenirs et puis ce sera posté sur la page Fashion Revolution. Vous pouvez taguer les marques que vous souhaitez pour justement leur demander plus de transparence.